Alors sur la ferme, il y a 3 tracteurs. Donc il y a le 6610, le 130R et un 140R qui est pas là. Et donc celui-ci, il fait toujours le travail avec son chargeur. Donc il fait tout ce qui est manutention. Il roule tous les jours. Il y a toujours un truc à déplacer. Parfois, il va un peu au champ, mais pas trop. Il y a le 130R qui lui est en roue étroite. Donc là en été, il fait tout ce qui est désherbage, récolte, maraîchage, tout ça. Et à l'automne, on met les pneus larges pour qu'il fasse tous les semis. Et le 140R, pendant ce temps-là, il fait des travaux lourds. Donc il fait les labours. Là, il est en train de déchaumer, il fait les transports, il fait tout ça. Et donc ça fait que les 3 tracteurs sont assez spécialisés. Et donc ça pose un peu problème au printemps et à l'automne quand celui-là doit passer en roue étroite ou roue large. Donc pour tout ce qui est grande culture, il faudrait avoir les roues larges de septembre au mois de mai. Pour tout ce qui est maraîchage, récolte, il faudrait les roues étroites de mars à octobre, novembre. Donc il y a chaque fois au printemps et à l'automne une période où il faut faire un choix de changer les pneus, et c'est déjà arrivé qu'on doit changer les pneus 3 fois par semaine sur celui-là. Alors on peut passer celui-là en roue étroite aussi. Donc pendant 1 an ou 2 on l'a fait, on le mettait en roue étroite à l'automne. Mais comme il est avec le chargeur, il doit charger des palox, parfois il faut charger des chars de paille. C'était un peu trop délicat de continuer de faire comme ça. Et donc ça fait que depuis quelques années, je recherche pour trouver une bonne occasion, série 6010 comme celui-là, mais à 4 cylindres de préférence, pour soulager un peu celui-là au printemps et à l'automne. Donc le mettre en roue étroite quand celui-là est en roue large et l'inverse. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et donc voilà ce que j'ai trouvé. Et donc voilà, donc c'est même pas un tracteur. Donc je vais vous expliquer d'abord, avant de vous le montrer, pourquoi j'ai choisi ça. Alors c'est la situation sur la ferme qui a changé. Donc depuis cette année, on stocke nos grains à la ferme, ce qui fait qu'on va pouvoir aussi déstocker, donc charger les semi-remorques. Et jusque là, on empruntait donc un articulé ou un télescopique. On a un voisin qui a les deux, donc on pouvait les emprunter pour charger. Et ayant utilisé les deux, je préfère de très loin les articulés. C'est beaucoup plus maniable. Je trouve que c'est un peu plus stable. Déjà pour aller dans les étables et tout ça, télescopique ne saurait pas. Et donc ici, on a une petite plateforme là. Donc les semi-remorques se mettent à côté et on charge du haut. Avant, ça servait à l'agriculteur d'ici à charger sa mélangeuse, puisqu'il avait un articulé, mais il ne s'est pas vidé très haut, il ne s'est pas vidé directement dedans, donc il lui fallait une plateforme. Donc ça nous sert à remplir les semi-remorques. Mais le problème des articulés, c'est qu'on ne sait pas repousser les tas très haut à la moisson pour mieux remplir les loges. Donc ici, je l'ai repoussé avec un télescopique. Donc là, on est à au moins 3 mètres de haut et on sait théoriquement aller plus haut, mais on est limité ici par le toit. Et là, je l'ai repoussé avec un articulé. Donc on voit tout de suite qu'on ne sait pas aller beaucoup plus haut que 2 mètres avec un articulé. Alors ça fait que j'ai trouvé ceci. Donc c'est un John Deere 3800 articulé télescopique. Donc pour combiner un peu les deux, donc une bonne visibilité et quand même une flèche extensible pour pouvoir repousser les tas et charger un peu mieux les semi-remorques qu'avec un articulé normal. Alors ce que ça change pour les tracteurs, c'est que lui va prendre tout le travail de manutention du 6610 et lui, on pourra sûrement enlever le chargeur et lui pourra justement leur faire tous les petits travaux au champ quand le 130R n'est pas dans la bonne monture. Mais avant ça, il va falloir faire quelques travaux urgents dessus pour qu'il puisse fonctionner. Là, il vaut mieux qu'il ne tourne pas trop. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'il y a à faire, je crois que le plus simple c'est de dire
ce qui n'a pas besoin de travail. Donc les 4 pneus sont bons. Ces 3 vérins là, peut-être même celui-là, n'ont pas de fuite. Et c'est à peu près tout. Tout le reste a quelque chose à faire dessus. On voit que les jantes sont abîmées. Ça, j'ai déjà un nouveau à remplacer. La porte, c'est une porte en plexiglas. Ça a abîmé tout ça. Tout l'intérieur est bousillé. Et le volant qui bouge dans tous les sens. L'intérieur est plus que défraîchi. Alors il a quand même 13 500 heures, donc ça explique un peu l'état. Alors théoriquement c'est des belles heures, donc il aurait fait que de vider des étapes de fumier. Donc moi-même je ne savais pas trop que John Deere avait fait ça. On n'en voit quasiment jamais. Ils ont une assez bonne réputation, ils sont assez recherchés. Le prix reste quand même élevé par rapport à la concurrence. Donc celui-ci est de 2004. Ils ont arrêté en 2006 d'en faire. Ils étaient assez avancés pour l'époque, assez modernes, la cabine surtout. Mais ils avaient aussi quelques défauts, notamment les portes. Donc ici un système ingénieux pour, comme ça. Il y a un système comme ça qui permet d'avoir une porte normale ou de la reclapper. Mais généralement, ce qu'on voit sur les articulés ou les télescopiques, c'est des portes avec un cadre en acier. Ici, ils ont mis une porte de tracteur, et ce qui fait qu'elle casse très régulièrement. Et pour ça, de l'autre côté, l'ancien propriétaire a décidé de ne plus les remplacer. Il en avait marre, donc il a fait une en plexiglas pour que ça ne casse plus. Alors chez John Deere ça existe toujours. Normalement une porte de tracteur de ce type là c'est entre 100 et 150 € pièce. Ici comme c'est un modèle rare, puisque c'est normalement une cabine de 5000, de série 5000, mais comme il y a une petite roue, l'arche ici est différente, donc la fenêtre, la vitre, la porte elle est différente, elle est plus basse de ce côté-ci, donc c'est une vitre spécifique pour ce modèle là, ce qui fait qu'elle coûte très cher. Et maintenant pour l'avoir il faut quasiment dépenser 800 € juste pour l'avoir, et si ça se trouve elle va casser après une semaine. Donc ce que moi j'ai envie de faire, donc je vais déjà virer celle-là, j'ai envie de voir si une porte de série 5000 irait dessus, et si c'est le cas, je vais avoir un trou ici. Et donc je le reboucherai, parce que ça c'est de l'acier, donc je peux élargir le montant là, et j'essaierai de l'adapter pour mettre une porte classique. Comme ça si elle recasse, ça me coûte que 100 € contre 800 maintenant. Alors le premier truc urgent à faire dessus, ça va être de changer les joints qui sortent de la transmission. Il y a une énorme fuite là. Et ça perd plusieurs litres par jour.
Donc j'ai démonté en dessous l'arbre qui connecte la transmission à l'essieu arrière, puisqu'il y avait une grosse fuite là. J'ai mis un seau, il perdait 4-5 litres par jour, alors qu'il n'y a que 12 litres dans la transmission. Donc ça c'est le couvercle. Derrière il y a un roulement et c'est ce bourrage là qui fouillait. J'ai commandé un nouveau, donc j'attends le nouveau pour le remplacer. Là ce que je vais faire, je vais en profiter pour faire l'entretien du moteur. Alors avant, le moteur était vraiment très gras, il était noir, couvert de graisse, là partout c'était sale. Donc j'espérais, après le nettoyage, tomber sur des durites qui étaient fendus ou usés, des problèmes faciles, des boulons desserrés ou quoi. Mais il n'y a rien de tout ça. Il y a celle-ci qui est à remplacer, mais elle ne fuite pas. Donc le gras ne vient pas de ça. Je vois que ça a quand même été bien entretenu finalement. Les durites ont été changées en temps et en heure. Je vois que les mécaniciens ont mis la contenance chaque fois dessus. Donc comme je ne connais pas forcément l'historique du moteur, j'ai envie pour l'entretien de faire un flush. Donc c'est un décapant qu'on met dans l'huile juste avant l'entretien, donc je le fais tourner 10 minutes, je mets ça avec et ça va dissoudre toutes les crasses qui sont collées dans le moteur au fil des années. Ça va le dissoudre et ça va partir avec l'huile de vidange. Alors on dit que ça peut être dangereux, surtout sur des vieux moteurs, ça peut déloger des trucs, parfois il y a des fuites qui apparaissent après. Je vais prendre le risque et je vais le faire. Alors avant de le faire, je vais prendre l'huile moteur qui est très noire. J'en mets là. Je vais mettre le produit et puis je vais le faire tourner 10 minutes. J'en profite aussi pour mettre un additif qui va nettoyer les injecteurs et les soupapes, tout le système d'injection. Alors j'y croyais pas spécialement, on ne mettait jamais d'additif nous, mais comme j'en ai commandé pour celui-ci, j'en ai mis un dans le 140R qui tournait bien avant, qui a 6000 heures, pas de problème. Et après avoir mis ça, on a l'impression qu'on a changé le moteur. Il y a beaucoup moins de bruit, il tourne mieux, c'est spectaculaire. Alors vous allez voir, il démarre assez bien, mais il tient pas bien le ralenti. Donc soit c'est les caoutchoucs qui tiennent le moteur, soit c'est les injecteurs qui sont foutus. Voilà, ça fait 10 minutes qu'il tourne. J'ai observé un peu tout, je ne vois aucune fuite, pas de fumée. Donc pour l'instant, c'est bon signe. On va regarder l'huile maintenant. Et honnêtement, c'est pas très différent. Donc on dirait qu'il a été assez bien entretenu. Alors une des choses que ça peut faire, c'est quand on a des segments coincés, qu'on a une perte de compression, qu'on consomme de l'huile, ça peut libérer les segments et réaugmenter la compression. Je voulais faire un test de compression et tout ça, mais j'ai pas de testeur ici et honnêtement j'ai pas vraiment le temps. J'ai chaque fois une demi-heure de temps pour travailler dessus. Donc on va faire la vidange.
Alors nous revoilà quelques temps plus tard. Donc la dernière fois j'ai fait l'entretien du moteur, j'ai remplacé le bourrage en dessous. Donc maintenant il n'y a plus de fuite sur l'arrière. Là il n'y a plus rien et il me reste une petite fuite ici au niveau des électrovannes, mais que j'ai un peu du mal à trouver la cause. Donc je vais regarder ça plus tard. Et entre temps j'ai aussi reçu mon bac, donc j'ai commandé un bac pour le bulle, j'en avais pas. Donc c'est un bac de 2 mètres cubes spécial pour les grains. Donc on a ici les coins, les bords qui sont arrondis, puisque quand on charge les grains, ça fait un tas arrondi. Et donc avec les bacs qui sont droits ou les bacs à pommes de terre qui sont comme ça, on perd chaque fois les grains dans les manœuvres. Donc ici j'ai demandé un bac comme ça, c'est 2 mètres cubes, donc on peut mettre 1,5 tonne, un peu plus d'1,5 tonne de céréales dedans, et c'est à peu près ce qui s'est porté au maximum avec la flèche étendue. Donc là, rentrée, il peut porter 3 tonnes, et flèche sortie, il peut aller jusqu'à 1,5 tonne, je crois. Et donc entre temps, pour m'occuper, j'ai démonté la colonne de direction, tout ce qui est tableau de bord, puisque la colonne bougeait comme ça très fort, et le tableau de bord aussi bougeait très fort. Donc il y avait certainement un truc usé à l'intérieur. Et donc ce qu'il y a, c'est que la colonne, elle est tenue. Donc, ces deux pièces là sont tenues ensemble avec ça. Et donc là, normalement, il y a un filet et on voit l'usure qu'il y a dessus. Donc il tient là-dedans. Et donc il y avait beaucoup trop de jeux. Donc ça, apparemment, on ne sait pas les acheter. Donc je vais devoir les réparer. Et aussi, là, ça c'est l'arrière du tableau de bord. Il bougeait comme ça sur la colonne. Et c'est ces deux pièces-là qui étaient cassées, donc qui étaient détachées. Là, je les ai recollées avec de l'époxy. Je vais sûrement refaire une plaque en acier pour que ça tienne un peu mieux. Et donc ça va résoudre ce problème-là. Et puis il y a aussi ce problème-là. Toute cette partie-là bouge aussi. Donc il y a une fente là, une rainure qui doit glisser sur cette pièce-là, mais qui apparemment a tellement d'usure que ça permet à toute la colonne de tourner. Donc je vais peut-être refaire cette pièce-là ou rendre la rainure un peu plus étroite. Donc voilà, j'ai refait comme ça, j'ai reforé à travers le boulon d'origine, j'ai taraudé, j'ai mis plus long dedans pour avoir un peu plus de filet. Le filet là-dedans est abîmé, donc je vais voir si ça prend. Plus de jeu latéral. Avant ça bougeait plusieurs centimètres. Ça c'est résolu. Alors là j'ai démonté la colonne de direction, je l'ai sortie. Et il y a cette pièce là qui permet d'aligner ici la commande de avant-arrière qui peut avec le volant coulisser dessus. Et donc on voit ici le jeu qu'il y a, donc c'est complètement usé. J'ai pris un morceau d'acier ici qui lui rentre juste dedans. Donc je vais faire un nouveau en acier.
Alors voilà où j'en suis. J'ai profité du démontage du tableau de bord pour tout repeindre. Donc j'ai trouvé une couleur qui est très proche du brun et du beige. Le beige, j'ai dû mélanger un petit peu, mais je suis très proche. Donc ça, je n'ai pas repeint. Donc c'est pratiquement la même couleur. Ça, j'ai pas touché. C'est plus récent. C'était pas abîmé. Ça, je l'ai repeint. Ça aussi. Et donc ces deux pièces là, trois en fait, 1, 2, 3, je les ai repeints aussi. Et j'ai fait des pièces ici en aluminium pour solidariser cette pièce là qui était cassée. Donc maintenant le tableau de bord ne bouge plus et le volant non plus.